Yo les gars, nouvelle vidéo sur le Chicken Garage, donc c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve comme d'hab à bosser, hop, c'est la petite 30. La vidéo d'aujourd'hui on va s'occuper de tous les petits problèmes que j'ai eu après mon swap. Alors si vous suivez un peu les vidéos, vous savez que j'ai eu plusieurs problèmes pendant mon swap, enfin problèmes, rien de bien grave, mais des petits trucs qui mis bout à bout sont assez chiants. Alors le premier, on va aller au plus simple, c'est mon compteur de température d'eau qui ne marche pas. Donc ça c'est depuis le tout début, il n'a jamais marché. Si vous avez regardé un peu les vidéos précédentes, vous avez vu que j'ai changé la sonde sur le bloc, que j'ai démonté entièrement mon compteur pour voir si la puce n'avait pas grillé ou si le manomètre n'avait pas rendu l'âme. Mais ça n'a pas réglé le problème. Heureusement que j'ai un compteur secondaire d'eau, donc un Cosol acheté sur AliExpress qui m'aide à avoir un regard sur la température d'eau du bloc. Et heureusement, ce qu'obligé, ça m'a bien servi. Deuxième problème, qui je ne sais pas d'où il vient, je rupte à 6000. Voilà, bah c'est Joey, c'est Rotodrift qui m'a fait remarquer ça. Je rupte à 6000 au lieu de 6005 comme normalement sur un 325i. Donc est-ce que c'est ma puce ou est-ce que c'est mon compteur avec le convertisseur de 4 à 6 cylindres qui est pas assez précis, qui me fait croire que je suis à 6000 et pas 6005? Je sais pas, bon ça on verra peut-être plus tard. Troisième problème, c'est le ralenti. Ralenti à froid et à chaud, voilà. Quitte à poser problème, autant que ce soit les deux. Donc pareil, si vous avez un peu suivi les vidéos, vous avez vu que j'avais un problème de ralenti au début à froid, c'est-à-dire qu'elle a du mal à démarrer. Elle tient très mal au ralenti, surtout là qui fait froid, donc est-ce que c'est lié à l'éthanol? Peut-être, peut-être pas. En tout cas c'est chiant. Donc j'avais changé la sonde du débitmètre. Sur le coup je pensais que ça a marché, c'était pas le cas, ça n'a absolument rien changé. Et j'avais remarqué que ce problème est arrivé à la suite de l'installation du récupérateur de vapeur d'huile. Donc on va se pencher sur ce sujet là, vous allez voir que j'ai trouvé le problème. Vous avez installé un All Catch Can, si vous avez un problème de ralenti aussi, ça vient peut-être de là. Et les ralentis à chaud, si vous avez été attentif dans la vidéo du roulage au budget, j'ai régulé entre 800 et 1002-1003. Donc ralenti pourri, ça vibrait dans la caisse, c'était hyper chiant. Donc là aussi j'ai trouvé le problème, c'était un truc tout con. Et dans cette vidéo on va pas s'arrêter là. En plus de régler tous ces petits problèmes qui bout à bout sont chiants, on va faire une vidange du bloc. Parce que dedans il y a encore l'huile du premier démarrage, donc d'un Oroto 1040 qui a servi un peu de poubelle. Donc on va faire une vidange du bloc. On va changer le filtre à huile, logique. Et on va faire une vidange du pont. Dans le pont il y a de la bonne huile. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que c'est de l'huile de marque, je crois que c'est de la Castrol. Mais c'est quand même conseillé de faire une purge du liquide du pont lorsque vous le soudez et après quelques kilomètres ou une ou deux sorties. Donc là c'est ce qu'on va faire pour virer tous les débris de soudure qui ont dû s'accumuler dans le pont. Je vous propose de me suivre, on va commencer un peu à checker toutes ces petites modifs. Un problème que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure mais que je vous rajoute maintenant, c'est que j'ai des vibrations au niveau de la boîte de vitesse. C'est-à-dire que je peux rouler. Souvent en 5e, aux alentours de 90-100, j'ai des grosses vibrations au niveau de la boîte de vitesse. Quand j'embraye, enfin que je débraye, j'ai plus trop de vibrations, elles se réduisent. Et c'est de plus en plus, et c'est de plus en plus chiant. Donc deux solutions, soit c'est mon arbre de transmission qui est mal recalé, et ça il y a de fortes chances. Parce que comme je l'ai acheté sur le bon coin, le mec il a ses parents dû me l'envoyer, sauf que sur les arbres de BM, il n'y a pas de repère pour les remonter. Donc j'ai un peu improvisé par rapport à une photo d'un arbre de 320i, en essayant de replacer à peu près, comme sur la photo, les deux poids. Déjà ça c'est probable que ce soit des problèmes de vibration que j'ai sur la caisse. Et un second, j'ai remarqué que lorsque je montais sur le pont, j'ai le flecteur de boîte qui commence à s'arracher. Du coup j'en ai racheté un, on pourra le monter et on verra si ça vient de là. J'espère que ça vient de là, parce que s'il faut faire rééquilibrer l'arbre, c'est chiant. On va commencer par le ralenti à froid. À la base, j'avais installé ce coude en silicone, je sais pas si vous vous rappelez. Parce que sur mon swap, j'ai un Mastervac de 325iX. C'est qu'il est moins large, certes plus long, mais au moins il passe avec la pipe d'admission du M50B25. Sauf que, vu qu'il est plus long, le coude d'origine, avec ses durites en dessous, vient toucher le bocal de frein. Donc c'est pas bon. Le moteur il vibre, donc automatiquement lui il vibre et lui il vibre sur lui, donc ça me faisait des petites pertes de liquide, enfin c'est pas bon, enfin, c'est pas optimal quoi. Donc je vais installer celui-ci, voilà, qui passe au-dessus et qui m'évite d'avoir donc ces durites de retour de vapeur d'huile et d'actuateur de ralenti qui viennent taper dans le bocal. Et le même jour, donc on a fait ça, on a installé le All Catch Can qui est juste là. Et on avait récupéré mon capteur PAP pour que Dorian le maquette pour son papillon sur Alexus.
Enfin bref, ça, du coup, on s'était dit, c'est bizarre, autant le capteur a grillé. Bref, on en avait un second au garage, on l'a mis, ça n'a rien changé. Donc le problème ne venait pas de là. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ce problème est vraiment intervenu juste après tout ça. Donc j'ai fait le montage d'origine. Bon, à l'arrache pour pas trop que ça appuie dessus. Et vous allez voir que lorsque je démarre... Le ralenti est parfait. En fait, le problème était le suivant. Le débitmètre calcule un débit d'air qui passe et qui arrive dans la pile d'admission. Jusqu'à là, logique. Le problème, c'est sûr que sur ce moteur, on a un actuateur de ralenti et celui-ci a une durite qui vient se repliquer sur le coude de l'admission. Le ralenti sur M50 se fait donc grâce à l'actuateur de ralenti. Sauf que celui-ci ne recevait pas la même information d'air que le débitmètre, vu que le débitmètre injecté dans l'admission en passant par le coude silicone et que l'actuateur de ralenti avec son propre tout petit filtre. Le débit d'air était différent, donc le SUV c'est n'importe quoi, le ralenti a froid et éclaté. Donc là en fait, en refaisant le montage d'origine, on voit que le ralenti est stable. Donc la mission d'aujourd'hui, ça va être de modifier ce coude en y rajoutant en fait le manchon de l'actuateur de ralenti pour pouvoir se repiquer dessus. Pourquoi je fais ça et pourquoi je ne laisse pas ça? Évidemment parce que ça me touche toujours le bocal. Ok, donc la durée d'actuateur de ralenti qui part sous l'admission, qui vient se repiquer dans le coin là, viendra, je pense, à ce niveau-là, sur le nouveau. Et la durite de vapeur d'huile reviendra se piquer donc sur l'Odge Calcane. Pour ce faire, c'est simple, on va faire un trou dans le coude. On va placer le raccord. On va le coller à l'époxy pour que ce soit étanche, que ça reste à la chaleur et que ça tienne dans le temps. L'époxy, en vrai, c'est le mieux pour faire ça parce que c'est un bicomposant. Et tout ce qui est bicomposant, c'est une très forte résistance, que ce soit aux hydrocarbures, à l'eau, à l'humidité, etc. Et je vais même vous parler du ralenti à chaud. Lorsqu'on avait un peu tout testé, un jour, on a testé le pré-ouverture du papillon. La petite vis, si vous l'ouvrez plus ou moins, ça ouvre plus ou moins le papillon. On l'avait touché, on avait dit « Oh, ça marche !» Ça a marché une fois. Et en fait, c'est ça qui m'a fait déconner mon ralenti à chaud. Donc j'ai juste eu, une fois la voiture à chaud, testé différents petits réglages en vissant ou en dévissant cette vis de précontrainte. Et maintenant, bah écoutez, ça tourne nickel. Voilà, mon problème de ralenti à chaud, c'était juste ça. C'était vraiment une bricole. Ça y est, toute admission est démontée. Donc on a accès au PAP directement. J'ai récupéré le petit embout qui assure le coude d'origine, donc qui va là. Je l'ai mis donc sur la durite et j'ai regardé un peu. À la base, je comptais le faire piquer à cet endroit là, mais finalement ça me plaît pas parce qu'il y a trop de micmac. Et j'ai vu qu'en fait, je peux simplement le faire arriver ici, sachant que d'origine en fait il arrive à ce niveau là. Donc il suffit juste de le décaler un petit peu de quelques centimètres. On peut donner un peu une forme au tuyau, sachant que dessous, il a de la place pour travailler. Il n'y a rien au milieu, ça atterrit au-dessus du support moteur, donc il n'y a rien au milieu. Donc le plan, ce serait de le faire arriver comme ça. Il se branche dans le coude et basta. J'ai trouvé où est-ce que j'allais les mettre. Ça arrive ici à peu près. Regardez, je vous montre. Une fois que le coude est en place, ça arrive à ce niveau-là. Donc vas-y, je vais commencer à percer. Après j'agrandirai, on colle l'embout pour l'isoler et basta. Bon alors j'ai fait un test à blanc, j'ai remonté toute mon admission, j'ai mis le coude, je l'ai manchonné à l'actuateur de ralenti et j'ai démarré, le ralenti est bon, donc là c'est pas collé. Et c'est étanche. Bon, je pense pas que ce soit étanche à 100%. Donc je vais quand même mettre un bout de colle, un peu d'époxy pour faire une étanchéité pour pas que ça fuit. Parce que je pense qu'autant à bas régime ça va, mais à haut régime je risque d'avoir peut-être un peu de perte. Et ce serait con que ça pose problème avec le débitmètre par la suite. Donc voilà, pour le peu que ça va me coûter, autant le faire. Et petit souci, c'est que la durite, comme elle a une certaine forme que je lui ai fait prendre, ben elle force un peu sur le coup, donc ça le déforme un chouille.
Mais au pire, je la forcerai du moins à prendre une forme convenable pour pas que ça déforme le coude et ce sera bon. Donc je vais redémonter, on colle et on sera bon. Bon, en attendant que l'époxy sèche pour le coup d'admission, ben on va s'occuper. On va régler le problème du mano de température d'eau sur le 30. Alors en fait c'est tout con, mais moi c'est vrai que maintenant qu'on me dit ça a du sens. Compteur de E30, donc système de lecture entre guillemets de capteur de E30. Moteur de E36, capteur de E36, ça marche pas. Et en fait il faut juste monter un capteur de température d'eau de E30 pour que le compteur puisse le lire. Donc au niveau de la culasse, comme je l'avais fait une fois. Donc je l'ai acheté, pareil j'ai pris un Febi que j'ai posé juste là. Donc on va le monter, normalement c'est la bonne taille parce que je sais qu'il y a 2 filetages. Si c'est pas le bon j'ai le seum. Et on pourra tester ça par la suite. J'ai démonté comme vous voyez la durite du récupérateur de vapeur d'huile. D'ailleurs on peut voir que c'est bien gras. Et que, oh putain, on va regarder, toute cette merde là. Tout ça c'est les vapeurs d'huile. Et donc qui remonte et à froid ça redevient de l'huile quoi. Et c'est tout ça qui de base encrasse votre admission. Donc franchement je vous conseille de monter un récupérateur de vapeur comme ça fait un petit réservoir. On a fait une vidéo où je le monte, c'est pas compliqué. Enfin bref, donc ouais, ça, montez-le, en vrai ça évite d'encrasser tout votre bloc. Et c'est pas dégueu, ça coûte pas cher. Alors, la sonde de température d'eau, j'essaie de vous l'éclairer, avec le focus c'est un peu compliqué. Voilà, on la voit là, c'est la durée, il y a 2 sondes sur l'écran. C'est la droite qui est noire, c'est température d'huile de mémoire ou pression d'huile, je sais plus. Et à gauche, celle qui est sale, c'est tempéo. Donc elle est juste là, elle est sous l'admission, tout à gauche. Et normalement, vous y avez accès à la main sans pouvoir démonter l'admission. Et vous passez une douille autour, une douille longue, en gros cliquez, vous arrivez à démonter. Donc je vais faire ça, je vous filme pas, parce que en vrai, on va rien voir, je n'ai pas intérêt. Et on pourra tester ça au premier démarrage. Ça y est, sonde changée, je la branche et on pourra tester ça juste après. Voilà, donc c'est une sonde d'eau, hein, donc il y a un peu d'eau qui est tombée. Mais c'est pas grave. J'ai remis toute la mission en place avec la durite sur le manchon. Bon, il fait noir, on voit pas grand chose, mais elle est en place. J'ai tout resserré. J'ai commencé à maqueter avec du carton pour faire une boîte à air. Donc ça j'ai pas filmé, hein. Je vous filmerai que lorsque je ferai vraiment et encore. On va servir avec une tige d'alu pour un tout petit peu relever le filtre pour pas qu'il porte sur la boîte à air. Mais voilà, donc maintenant ça que c'est fait que le capteur de température d'eau est en place, on va s'occuper du flector. J'ai un peu la flemme d'aller sur le pont pour changer le flector. Donc je vais juste lever l'avant. Au moins j'aurai accès au flector en sortie de boîte. Et puis donc on va faire ça maintenant. Allez, c'est parti. Ça y est, enfin. Bon, j'ai bien mis facile une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'en fait, j'ai 2 vis qui étaient vraiment serrées fort que je galère à enlever. Et puis il y a celle-ci qui est dévissée. Comme vous voyez, elle tourne. Mais qui était bloquée dans le flector. Ce qui fait que j'ai eu tomber tout l'arbre de transmission pour pouvoir le pivoter et le faire passer. Donc une galère. Donc j'espère juste que c'est le bon. Parce que sinon j'aurai le seum. Je vais sortir le nouveau et on va comparer. Bon, petit souci. J'ai commandé un flector de E30 325 320i parce que j'ai un arbre de 320i sur le swap. Ça me paraît bon au niveau de l'écart des trous, sauf que déjà la vis ici est bloquée, mais quand j'ai vu bloqué, c'est vraiment bloqué. Je la tape au marteau depuis tout à l'heure, impossible de la sortir. Au niveau de la fixation, j'avais 2 types de vis différentes, des grosses qui étaient côté boîte et des plus petites qui étaient côté arbre de transmission. Il s'avère donc que les plus petites, évidemment elles passent mais elles ont un peu de jeu. Et dans le nouveau,
elle passe nickel, sans jeu. Et du coup évidemment, les grosses qui ici passent sans jeu, ici, ne passent plus. Ce qui veut dire que les flectors qu'on monte sur les boîtes G-Track de E36, l'anthrax est le même, mais les vis sont différentes, elles sont plus grosses sur E36. Alors que sur E30, c'est des vis plus fines. Ce qui fait que j'en ai que 3 bonnes. J'ai plus les anciennes vis de mon ancien arbre de transmission, donc je vais devoir acheter 3 vis chez BM. Et je vais racheter même 6 vis chez BM pour les acheter neuves, et 6 écrous parce que j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui ont un peu pris de tarif. Ils sont plus ovales que ronds. Donc ça met un stop à la vidéo et on se retrouve lorsque je rachète tout ça. One eternity later. Bon les gars, on est 2 semaines plus tard. J'ai les vis que j'ai commandées neuves chez BM. Attention, il y a 2 références. Il y en a 3 d'une taille et 3 d'une autre taille qui sont plus longues. Évidemment, celles qui sont plus longues coûtent presque 10 € de plus. Elles sont 10.9 de mémoire, les 6. Vous allez peut-être dire que j'ai été con de passer chez BM parce que j'ai payé plein pot. Mais je voulais être sûr d'avoir les bonnes vis, la bonne ref, la bonne longueur. La même longueur sans filet, etc. Enfin, je voulais être sûr. Et je pense savoir pourquoi j'avais des vibrations donc, au niveau du flector. Comme je l'avais dit la dernière fois, les trous dans mon flector actuel correspondaient donc à un flector de boîte de E36. Donc un diamètre de vis de E36. Hop, quand je passe, il n'y a aucun jeu, vous voyez. Et les vis qui venaient de l'arbre de transmission font ce diamètre. Et comme vous voyez, il y a du jeu. Entre la vis foirée et les 3 qui avaient du jeu, je pense que c'est ce qui créait, enfin du jeu du moins. La vis pouvait un peu flotter à l'intérieur même si elle était plaquée des 2 côtés. Je pense que c'est ça qui crée la vibration. Donc là on passe sur un flector de E30. Donc avec 2 fois 3 trous au même diamètre, donc des fins, qui correspondent donc au diamètre des vis de l'arbre de transmission que j'ai actuellement, mais qui, du coup, vont être trop petits pour ma tulipe de boîte. Alors là-bas, je voulais récupérer ces petites cales là, qui étaient dans le pack Condor Speed Shop pour la crémaillère, quand je m'étais trompé, et en fait, le diamètre interne, c'est pile poil le même que les vis, et je me suis dit, avec un peu de chance, ce diamètre externe ici rentre dans le flector. C'est pas le cas, il y a facile 2-3 mm en trop, donc même pour le gratter ça va être de la misère. Donc ce qu'on va faire c'est que niveau tulipe de boîte, je vais mettre des rondelles avant l'écrou pour bien que ça plaque contre. Et si j'ai encore des problèmes, j'essaierai de voir peut-être avec Rémi s'il peut m'usiner des petites cales à mettre comme ça dans les trous de la tulipe de boîte pour que la vis passe et qu'il n'y ait plus de jeu. Je sais pas trop si vous me suivez. Donc on va pouvoir passer au remontage. Écoutez, c'est parti. Ah oui, donc chez BM j'en ai eu pour 55 balles pour 6 vis et 10 écrous parce qu'ils vendent que par 10. Voilà, si vous voulez les prix. Le flector est en place, je vous avoue que c'était une sacrée galère d'arriver à tout aligner, d'arriver à centrer l'arbre, sachant que la ligne passe vraiment hyper près. J'ai dû le descendre pour prendre un peu de jeu, enfin ça a été casse-couille. Donc ça y est, tout est en place. J'ai tout serré, j'ai tout marqué avec du blanco pour voir si ça bouge. Et le problème que j'avais peur qu'il y ait du jeu, écoutez, j'ai pas l'impression. Ce qu'on entend c'est le jeu qu'il y a de sortie de boîte là. Donc après on ira tester ça, on verra bien. Bon là il fait nuit donc il n'y aura pas testé maintenant. Donc une bonne chose de faite. Et ouais, je vous conseille si vous faites ça de monter des vis neuves. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais en tout cas en drift, elles prennent vachement dans la gueule ces vis. C'est elles qui supportent un peu tout le couple qui mène aux roues. Donc voilà. Une finition aussi que j'ai pu terminer aujourd'hui. Souvent pendant le début des vidéos on avait montré une trappe juste en dessous le filtre à air ici. En fait la caisse est sur chandelle, enfin le moteur est hyper haut. Donc le capot ne tient pas, donc je tiens avec mon dos pour vous montrer. Juste en dessous là, vous voyez ce trou? C'est une patine que Dorian m'a imprimée en 3D et qui permet donc une arrivée d'air directe pour le filtre à air. Donc vous voyez, elle est avec la position qu'on a mis au cône, il arrive pile poil au-dessus de ce trou. Et ce trou, si vous voulez, il vient directement se prendre sur l'aération des freins d'origine. Ce sera plus parlant comme ça. Je viens juste de l'installer, j'ai pas filmé. Le trou sous le filtre à air est ici. Hop. Il vient se raccorder directement dans l'aération des freins d'origine. Donc dans le pare-choc. Dorian a imprimé cette pièce là aussi, qui vient se prendre sur la pièce d'origine BM. Et qui permet de passer à une forme de carré à rond.
Et ensuite, juste à raccorder avec, avec ce tuyau là que j'ai acheté sur AliExpress. Avant on avait mis un boa, mais c'est beaucoup plus rigide et en fait ça a forcé et ça faisait sauter les clips de l'aération sur le pare-choc à ce niveau là. Et donc là ce que j'ai acheté, je sais pas trop ce que c'est une sorte de tube mi-métallique, mi-carton. C'est hyper flex, ça permet bien de s'étendre et en fait ça permet avec 2 colliers de serrage de pouvoir faire le montage. Voilà, et c'est hyper clean. Si ce type de kit vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter soit sur le Insta Chicken Garage, soit sur l'Insta de Rico Racing, donc de Dorian. Et il pourra vous imprimer les kits et bien sûr il les vend. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas les gars. L'avantage c'est que ça permet vraiment de garder une allure OM à la caisse quoi. On ne dirait pas qu'il y a un kit derrière, ça fait vraiment d'origine. Donc moi je kiffe, ça tue. L'intérêt de ce kit, c'est de permettre au filtre à air d'avoir une arrivée d'air directe depuis le pare-choc. Donc ça évite qu'il respire uniquement l'air qui est chaud dans la baie moteur, mais justement qu'il vienne respirer l'air qui vient directement taper dans le pare-choc. Moi j'ai installé en plus une petite grille, on la voit là, pour éviter qu'il y ait des feuilles qui rentrent et tout, pour ça le bordel. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir une prise directe. Souvent on voit des kits qui se vendent, mais ça vaut un bras. Là on l'a fait nous, donc pour pas grand chose encore une fois. Et je pense que ça devrait faire le taf. Prochaine étape, faire la boîte à air. Donc là j'ai commencé à faire les patrons en carton, ils sont au-dessus de la voiture. Une fois que j'ai terminé tous mes patrons, je découpe dans la tôle qui est juste là. J'ai acheté un joint pour protéger tous les bords et ça permettra d'isoler encore une fois le cône pour qu'il respire uniquement l'air frais qui va arriver en dessous et pas qu'il se fasse polluer par tout l'air chaud que dégage le moteur. J'ai commencé, enfin même j'ai terminé de faire un support pour le tube de filtre à air, parce qu'avant, comme je l'avais déjà montré, il me semble, il posait par terre, donc quand tu roules, il bougeait, etc. Donc c'était un peu chiant. Et puis si j'allais fabriquer une tôle autour en guise de boîte à air, il allait porter dessus et ça allait pas être viable dans le long terme. Avec une barre d'alu, ouais, je fabriquais en gros un pied qui va se prendre dans le collet de serrage ici, jusque la vis qu'on voit juste là, qui est une masse d'origine mais qui n'est pas branchée. Donc moi ça fait un support tout simple, tout droit, hop, et une petite équerre. Et ça vient supporter le filtre. Donc je vais le fixer. Et écoutez, ensuite on pourra, soit je fais la boîte à air aujourd'hui, ça je la ferai plus tard, on verra bien. Mais avant qu'il fasse trop nuit, si j'ai l'occasion d'aller rouler et voir si ça vibre, ce serait sympa. Bon allez, on va aller tester ça. La température d'eau ne marche toujours pas. On a gonflé. J'ai plus l'impression d'avoir les vibrations au niveau de la boîte. Bon, j'en ai toujours un peu parce que j'ai essayé un bloc qui sont un peu rigides quand même. Même si je suis poli, c'est du poli qui est un peu costaud, du coup ça vibre, c'est normal. Et là de mémoire, à cette allure, quand je freinais et tout, j'avais des vibrations. Bon, je rentre du petit tour avec le 30 comme vous venez de le voir. Enfin, j'espère que vous avez bien vu parce que il faisait nuit. Enfin, il commençait bien à faire nuit. Là maintenant il fait vraiment nuit. Entre l'éclairage de la E30 et le focus qui se fait pas et les GoPro qui ont généralement du mal avec la nuit. Donc comme vous avez vu, le ralenti, il est plutôt bon. À chaud j'étais à 1000 tours minute. Après ça joue peut-être un peu avec la carte éthanol vu que c'est un iProm et pas une carte vraiment faite pour le setup. Peut-être qu'il y a un peu de ça. En tout cas, écoutez, nickel. Je crois que je n'ai plus de vibration au niveau de la boîte, comme je le disais. Donc ça devait vraiment venir de là. J'ai fait quelques accélérations. Avant, je savais qu'à 80, ça me le faisait. Là, c'est plus le cas. Donc, je croise les doigts, mais je pense que le problème est résolu. Ensuite, j'ai roulé avec donc le filtre air posé sur sa patte et le semblant de patron de la boîte à air. Bon, là, elle a pris un peu tarif en roulant. Mais vous aurez à peu près la forme prévue. Donc, qui épouse la forme du passage de roue, qui vient
dans l'angle ici et qui tracera tout droit, donc pour bien isoler ici l'air frais. Et franchement là rien qu'à la main, je vais pas dire que là il fait froid, mais une température ici vraiment inférieure à celle qui est ici quoi, donc je pense que ça aura une unité quand même sympa. Et sachant que l'air a dû bien rentrer au niveau du filtre à air, il a dû bien respirer. Donc écoutez, l'ensemble des problèmes est à peu près résolu, sauf encore une fois celui du compteur. Comme vous avez vu en roulant, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais la jauge de température d'eau ne marche toujours pas. Donc c'est chiant. Bah écoutez, je vais continuer à chercher un peu, mais en tous les cas heureusement que j'ai mon petit compteur annexe qui me sert à voir la température d'eau sous format digital. Et écoutez, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Désolé pour la petite inactivité qu'on a en ce moment, malheureusement c'est pas prêt d'être terminé. Parce qu'on a un gros projet en ce moment, j'en dis pas plus. Et si vous suivez le Insta, vous savez déjà de quoi je parle. Donc si c'est pas le cas, bah, suivez-nous sur Insta et abonnez-vous. Ciao les gars.